Vous êtes bien sûr BB24, bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, nous parlons de la femme et de ses droits, à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars. Le 8 mars, jour mémorable dans l'histoire de la lutte des femmes du monde entier pour faire valoir leurs droits et imposer l'égalité. Aujourd'hui encore, les femmes continuent de résister à l'injustice de la culture patriarcale qui les prive de leur dignité et de l'égalité des droits dans tous les domaines de la vie. Et un mal qui sévit encore aujourd'hui, c'est l'exploitation sexuelle qui touche toutes les femmes et de tous les âges. Et on en parle ce soir avec Maître Saïzonou Alessandrine Saïzonou Bédier. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur. Je rappelle que vous êtes avocat. Oui. Alors, Maître, démarrons par une question banale. Quel sens revêt pour vous la célébration de la fête internationale de la femme? C'est une journée qui permet aux femmes de s'asseoir et de réfléchir et de voir comment mener la lutte afin que cette question d'égalité entre hommes et femmes soit une réalité et qu'on puisse avoir réellement une planète 50-50. Alors, pensez-vous que les femmes, à ce jour encore, continuent d'être reléguées au second plan? Pas vraiment. Au regard des tests, non. Mais la réalité est tout autre. Parce qu'il y a les pesanteurs sociologiques, il y a le fait que les femmes elles-mêmes, elles ont des contraintes parce qu'elles ont des besoins qui ne sont pas satisfaits et qui les empêchent de vraiment briller et de prendre leur part. Expliquez-nous un peu ces pesanteurs sociologiques. C'est vrai que nous avons des tests qui parlent de 50-50, la parité presque absolue aujourd'hui, et pourtant la réalité n'est pas le cas, vous venez de le dire. La réalité n'est pas le cas, nous vivons ça tous les jours. Nous vivons ça tous les jours, on parle. Il faut que les femmes prennent conscience de leur pouvoir et de ce que les tests leur permettent aujourd'hui de revendiquer les mêmes choses que les hommes. Mais ce n'est pas évident dans notre société parce que déjà, on est parti de loin. Pendant longtemps, les femmes n'étaient pas scolarisées. C'était qu'un groupe une petite portion de femmes qui étaient scolarisées. Donc, pendant longtemps, ce sont les hommes qui ont tout eu. Aujourd'hui, il faut se battre pour qu'on puisse réduire cette égalité-là. Et des pas sont faits, puisque aujourd'hui, l'éducation est devenue, la scolarisation des filles est devenue gratuite. Il y a la question de l'autonomisation des femmes, les crédits par-ci, les crédits par-là. Et cette mobilisation des femmes pour pouvoir prendre part dans les décisions, dans les partis politiques, dans les instances de décision, à travers leur positionnement dans les partis politiques et autres. Je ne sais pas si on a pu atteindre les résultats parce que ce que je vois en ce moment sur les listes qui sont publiées, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Mais l'autre question également, n'est-ce pas parce que les tests qui sont votés ne sont pas assez vulgarisés à l'endroit de cette femme? Il y a cette question-là. C'est une réalité. Les femmes ne connaissent pas nécessairement tous leurs droits. Et de deux, même ceux qui ont pris les tests, je crois que même ils ne réalisent pas qu'ils ont donné autant de pouvoir aux femmes et leur donner maintenant les moyens d'atteindre les objectifs qui se sont fixés, qui se sont fixés à travers les tests qui sont pris. Alors, quand on est dans une société patriarcale comme la nôtre, où la femme n'a pas forcément droit à la parole, c'est d'abord l'homme qu'on voit et la femme après, est-ce qu'on peut s'attendre dans quelques années à ce que la femme puisse prendre le rôle de l'homme? Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il y a un travail à faire. Vous venez de dire que nous sommes dans une société patriarcale, les femmes, l'homme avant. Aucun test ne l'a dit. Les tests disent que là où il y a un homme, on doit y avoir une femme à côté. Donc c'est dans nos têtes, c'est dans nos habitudes, c'est dans les us et coutumes et ça a du mal. On a du mal à se départir de ces choses-là. Sinon, les femmes ont tous les droits que les hommes, les mêmes droits. Il faudra alors combattre les us et coutumes, les traditions. C'est ça que nous essayons de faire. Et ce sont ces us et coutumes qui ont la peau dure, comme on le dit. Alors, l'autre aspect, ce que j'évoquais à l'entame de cette émission, justement, c'est la question de l'exploitation sexuelle. Il y a pour beaucoup, on en entend parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Vous êtes un avocat, vous en savez beaucoup. Dites-nous, pour le profane, qu'est-ce qu'une exploitation? Qu'est-ce qu'on peut entendre par exploitation sexuelle? En fait, l'exploitation sexuelle, c'est toute forme abusive
d'une personne à des fins sexuelles. C'est toute forme d'esclavage ou de procédé analogue. Je m'explique. Vous savez, il y a des femmes, quand vous êtes majeur, vous décidez de votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Mais malheureusement, il y a des femmes qui se retrouvent dans des situations qu'elles n'ont pas nécessairement voulu. Je prends les cas, les gens l'ont décrié, je ne sais pas si c'est réel. Par exemple, des femmes qui ont une folle envie d'aller voir autre chose, de partir du Bénin, parce qu'ils estiment peut-être qu'au Gabon, au Nigeria et autres, voilà, la vie est meilleure, et qui font confiance à des passeurs. Et ceux-là, malheureusement, au lieu de les amener à bon port, les mettent dans des réseaux de proxénétisme, dans des réseaux de prostitution. Et ces femmes, du jour au lendemain, se retrouvent entre les griffes de bourreaux, et ils sont tenus de vendre leur corps pour pouvoir vivre. Et ce n'est pas qu'elles vendent leur corps pour en vivre, mais ce sont les proxénètes, ceux-là qui les ont mis dans cette situation, qui en profitent le plus. Alors, autrement dit, les proxénètes en sont les auteurs. Y a-t-il d'autres auteurs de ces actes d'exploitation? Tous les proxénètes et ceux qui viennent consommer. Moi, j'estime que lorsque c'est un adulte qui décide de faire ça, c'est le plus vieux métier, tout le monde le dit, la prostitution. Donc, quand vous le faites dans les conditions, sans enfreindre les droits des autres ou bien les lois de la République, personne ne vous, tout le monde sait que le quartier Djonké est réputé pour ça. Pourtant, la police fait des descentes, d'accord, mais on n'a pas pu éradiquer la chose. Ça veut dire que nous-mêmes, chacun de nous, tout le monde tolère la chose. Alors, donc, nous sommes, pour le dire, qui sont les responsables. Je crois que nous sommes un peu tous responsables. Ceux qui se taisent voient la chose et qui se taisent. Ceux qui doivent réprimer et qui ne répriment pas. Et ceux qui savent très bien que ces femmes sont exploitées et qui vont vers elles, qui consomment ces femmes, si je puis m'exprimer comme ça, je crois que ces gens-là également sont à punir. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ces motivations, les motivations qui poussent des gens à exploiter d'autres personnes? C'est l'appât du gain facile, la recherche du gain facile. C'est le vice, c'est des gens qui sont vicieux, des gens qui ne sont pas humains, des gens qui n'ont aucune générosité de cœur. Parce que pour exploiter quelqu'un comme cela, c'est qu'il faut être d'une certaine moralité. Alors, l'exploitation sexuelle touche alors beaucoup de femmes. Y a-t-il des hommes qui sont bien également sûr, victimes? Il y a des hommes. Il y a des hommes également qui font ça. Il y a des hommes, des prostituées. Surtout aujourd'hui avec ce qui se passe où tout est permis. Aujourd'hui, les hommes entre eux, les femmes entre elles, les lesbiennes, les homosexuels, tout est permis. Il y a beaucoup de prostitution. Mais au Bénin encore, ça se fait un peu dans la clandestinité. Les hommes homosexuels n'arrivent pas à s'afficher. Les femmes lesbiennes n'arrivent pas à s'afficher comme ça se fait dans d'autres pays, mais elles sont également dans la prostitution. Mais il n'y a pas encore de droit, de test qui permet à ces personnes-là de s'afficher au Bénin? Non, la prostitution n'est pas connue au Bénin. L'homosexualité n'est pas autorisée, n'est pas admise au Bénin. Alors au-delà des proxénètes, est-ce qu'on peut assimiler l'inceste, par exemple, à un acte d'exploitation sexuelle? Non, parce que non. Dans mon entendement, en tout cas de la définition de l'exploitation sexuelle, soit l'exploitation est faite à des fins économiques, soit c'est fait à des fins criminelles. En tout cas, on sait très bien, pendant les crises, oui. Les crises humanitaires, vous savez ce qui se passe, les conflits, les femmes sont prises les premières victimes de la chose. D'elle et tout, mais l'inceste ne peut pas être considéré comme, sauf si l'inceste se fait et le père, celui qui commet l'acte, après avoir commis l'acte, livre la fille à d'autres personnes et récupère de l'argent. On peut parler dans ce cas d'exploitation sexuelle. Alors, selon certaines ONG, au Bénin, il existerait plus de 1000 sites de prostitution qui exploitent des enfants jusqu'à 9 ans. C'est des chiffres quand même alarmants. Oui, j'ai lu et puis j'ai été très malheureuse en lisant cela. C'est pas que c'est une enquête d'un certain monsieur Tidiani. C'est vrai que depuis un certain temps, on constate des enfants de plus en plus jeunes qui se livrent
C'est pratique. Oui, à ces pratiques-là, malheureusement, et on essaie quand même de sensibiliser sur la question. Mais il y a l'omerta, les gens n'en parlent pas. Même ceux qui savent que ça se passe n'en parlent pas. Parce que depuis que moi, quand même, ça fait plusieurs années que je suis dans le métier, je n'ai pas eu de cas avérés de prostitution d'enfants portés devant les juridictions. Il y a un silence total. Il y a un silence total. Même quand on sait que l'enfant est dans la prostitution, les gens ne dénoncent pas. Les gens ne dénoncent pas. Les gens ne dénoncent pas. Et malheureusement, si on ne dénonce pas, on ne peut pas. Mais il y a une brigade des mœurs. Je crois qu'il revient à chacun d'assumer sa part de responsabilité. Parce que la question, il y a un rapport qui prouve que le phénomène existe. Il revient à ceux qui sont chargés de lutter contre la chose, d'aller, de faire des descentes et de faire ce qu'ils peuvent faire pour que, à défaut d'éradiquer le phénomène, qu'on puisse diminuer et que ces enfants-là puissent retourner à l'école, en apprentissage ou auprès de leur famille. Alors, l'état des lieux de cette situation au Bénin, avez-vous d'autres chiffres à partager avec nous? Non, je n'ai pas de chiffres parce que par rapport à la question de l'exploitation sexuelle des enfants, non, je n'ai pas de chiffres, mais par rapport aux violences faites sur, parce que c'est une forme de violence, les violences faites sur les enfants, c'est-à-dire les viols et autres, on peut avoir des chiffres. Et j'avoue que c'est énorme. En une année, nous, on a pu identifier au moins 800 à 1000 enfants victimes de violences. Violence, ça veut dire violence sexuelle, de traite, de déplacements illégaux, de coups et blessures et autres, justement, et de privation d'aliments. Parlant de la traite, on sait qu'aujourd'hui, avec le phénomène Vidomégon, enfants placés, qu'on connaît chez nous, beaucoup de parents permettent à leurs enfants d'aller ailleurs avec des personnes qui ne sont pas forcément de leur famille. La traite de ces personnes-là, la traite de ces enfants-là aussi, c'est une cause fondamentale. Ah oui, c'est une cause fondamentale de la prostitution sexuelle des enfants, de l'exploitation sexuelle des enfants. Parce qu'on a une loi, on ne peut pas déplacer un enfant d'un point à un autre sans une autorisation administrative, sans qu'il n'y ait des traces au niveau de l'administration, qu'on puisse savoir qu'à tel moment, tel enfant qui habitait avec ses parents ou avec la personne qui a autorité sur lui s'est déplacé pour être à tel endroit. Malheureusement, on ne respecte rien. Mais il faudra que je dise quand même qu'aujourd'hui, il commence à avoir une prise de conscience au niveau de la police républicaine. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des frontières, systématiquement, lorsqu'on voit des enfants qui sont transportés par des gens, on cherche à savoir quel est le lien avec l'enfant, quelle est l'autorisation. Et plusieurs dossiers ont été présentés au parquet de déplacement, oui. Et les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas. Un parent qui envoie son enfant, par exemple, à Cotonou, ici, pour rester auprès de quelqu'un, servir de domestique, ne sait pas qu'il est en train d'enfreindre la loi. Et lorsqu'on les interpelle, ils sont surpris. Ah oui, l'enfant, je veux le mettre en apprentissage, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ma cousine de lui chercher une place auprès de quelqu'un, sans savoir que cet enfant, qui n'a pas 18 ans, est mineur, et un enfant mineur doit pouvoir aller à l'école jusqu'en classe de CM2. Si on constate que l'enfant ne travaille pas à l'école, n'est pas en mesure de comprendre d'aller à l'école, on le met en apprentissage, tout en tenant compte des travaux que l'enfant peut exécuter. On ne peut pas prendre un enfant de 14 ans et le mettre comme peintre, parce qu'il y a les effets nocifs de la peinture et autres. Mais vous voyez, tous les jours, nous voyons des enfants, à 1h du matin, vous avez un pneu crevé, vous allez taper à la porte, c'est un enfant de 11 ans qui vient vous ouvrir. Il est oui, 8 ans, il est vulgarisateur, alors qu'il y a des tests qui empêchent la chose. Moi, je dis la question de l'enfance, de l'exploitation sexuelle ou de la traite et autres, je crois qu'il faut nécessairement une volonté politique. On a des tests, on a tout. On va arriver au test tout à l'heure, mais avant, vous évoquiez dans votre développement tout à l'heure la question des besoins. Pour beaucoup, c'est quand même la situation qui fait que les parents sont parfois appelés à laisser leur enfant à l'exploitation sexuelle. Alors, quelles sont les causes qui favorisent ce phénomène? Je crois qu'il y a d'abord l'irresponsabilité des parents. Souvent, on vous dit c'est la pauvreté. La pauvreté, on n'a pas demandé
à ces gens-là de faire des enfants comme ils entendent. Ils en font plein de bouts de bois de Dieu, et malheureusement après, ils n'assument pas leurs responsabilités. Ils estiment. C'est vrai que dans des pays, en principe, et la loi le permet, quand vous prenez le code de l'enfant, il est dit que l'État doit pouvoir aider les familles indigentes, les gens qui n'ont pas les moyens, doit donner les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants. Nous ne sommes pas encore arrivés là, mais j'estime que ce n'est pas une raison, parce qu'on n'a pas les moyens, et de mettre son enfant à la prostitution. Mais est-ce qu'il faudrait limiter le nombre d'enfants à avoir? C'est un choix. Je n'ai pas à me mêler de ça, mais aujourd'hui, on voit ce qu'un enfant coûte. Un parent responsable doit pouvoir tenir compte de son pouvoir d'achat et dire, voilà, je ne suis pas en mesure de faire autant d'enfants. Mais aujourd'hui, en fait, je dis, c'est toujours les pesanteurs sociologiques. Avant, quand on fait beaucoup d'enfants, il y a un oncle qui vient récupérer, il y a une grande soeur qui vient récupérer, il y a une cousine lointaine qui vient récupérer. Il y a beaucoup de gens qui sont cadres aujourd'hui, mais qui sont restés, ça ont été des enfants placés et autres. Mais avec l'évolution de la vie, la cherté, la crise économique, les gens ne sont plus prompts à garder les enfants. Donc, quand les enfants sont avec eux, c'est une bouche à nourrir. Alors, il faut que cette bouche à nourrir puisse rapporter ce qu'on doit lui donner à manger. Ce qui fait que les enfants, vous voyez, depuis quelques jours, ça circule sur les réseaux, une petite fille de 5 ans qui aurait été violée. Et cette fille a été violée parce qu'on l'a envoyée vendre de l'eau. Un enfant de 5 ans, ce n'est pas normal. Un enfant de 5 ans n'a pas sa place dans la rue. Alors, qui est responsable? Est-ce que c'est le violeur? Est-ce le violeur seul ou avec les parents? L'État aussi pourrait être responsable. L'État fait ce qu'il peut. Les microcrédits aux plus pauvres, je crois que c'est déjà une façon de les aider. La scolarisation gratuite des filles, c'est une façon d'aider. C'est une façon d'aider. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tout le monde, on est tous conscients que ça ne suffit pas. Mais je peux tout admettre, mais on ne peut pas dire parce qu'on est pauvre, livrer son enfant à la prostitution. Je préfère encore qu'on place cet enfant auprès de quelqu'un. Auprès de quelqu'un pour que cette personne-là puisse subvenir à ses besoins et que l'enfant l'aide peut-être à des tâches ménagères. Mais je dis, un enfant de moins de 14 ans doit être à l'école. À défaut, en apprentissage, mais pas dans les marchés, pas dans les rues. Un enfant de 5 ans, je ne sais pas si cet enfant-là sait compter l'argent, pour qu'on l'envoie dans la rue. Et vous voyez des parents qui, à 23 heures, envoient leur enfant acheter les insecticides au bord de la route, dans un coin non éclairé, et ces enfants sont victimes des prédateurs. Après, on les amène. C'est difficile. Ce ne sont pas les parents qui ont subi le dommage, mais c'est l'enfant, les séquelles sur l'enfant. C'est plusieurs années après qu'on va s'en rendre compte. Toutes ces petites filles qui sont violées, qui sont maltraitées et tout, et où il n'y a pas un mécanisme pour leur prise en charge, ou un psychologue, un éducateur spécialisé, que cet enfant soit suivi sur des années pour qu'on puisse voir quelles sont les séquelles développées, à quel moment faut-il intervenir pour que l'enfant puisse retrouver toute sa joie de vivre. Oui. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Et demain, on se demande ce que ça va être. On se demande ce que ça va être. Donc la pauvreté ne peut pas tout expliquer. La pauvreté ne peut certes pas tout expliquer, comme vous le dites. Nous avons des tests, vous en avez parlé. Pouvez-vous revenir un peu plus sur les tests qui existent et ce que disent les tests de façon concrète? Là, nous avons plusieurs tests. Au Bénin, vous savez, nous avons un pléthore de tests. Je commence par le Code de l'enfant. Nous avons le Code de l'enfant qui dispose en son article 378. Je vais le lire parce que je ne l'ai pas en tête. Allez-y. Toute personne qui se rend coupable d'exploitation sexuelle, de menaces, de violences ou de contraintes sexuelles sur un enfant est punie de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. C'est le Code de l'enfant. L'article 79, toujours du Code de l'enfant. Le fait d'attenter aux mœurs en incitant à la débauche et à la pornographie un enfant est puni de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. Alors, nous avons également la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes également, qui a donné sa définition de la chose, de ce qu'on entend par, excusez-moi de tourner mes pages, de ce qu'on entend par exploitation sexuelle. Oui, bon, le fait, eux, ils ont parlé de la prostitution forcée à l'article 3 de la loi. Et il est stipulé le fait d'amener une ou plusieurs personnes à accomplir un acte de plusieurs actes de nature sexuelle
par la force, par la menace de la force ou de la coercition, ou encore en profitant de l'incapacité des 10 personnes à donner librement leur consentement en vue d'obtenir un avantage pécuniaire ou autre. La peine, c'est d'un an à 5 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions. Et quand la victime est mineure, c'est une peine de 10 ans au moins. Au moins. Donc, nous avons des tests très, très chauds là. Et par rapport à l'article, le Code de l'enfant, c'est une peine d'emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions. Alors, vous l'aviez évoqué, il n'y a pas beaucoup de ces cas qui sont portés devant les tribunaux. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne veut pas dénoncer. On ne dénonce pas. On ne dénonce pas, malheureusement, au Bénin. Il est rare. Aujourd'hui, c'est grâce aux sensibilisations que les enfants victimes de violences sexuelles, on commence à les porter devant les juridictions. Ça se règle au niveau de la police. Il y a une sensibilisation qui a été faite au niveau de la police, des agents de police, qui aujourd'hui ne banalisent plus la chose. Donc, la sensibilisation va pouvoir continuer. Il faudra qu'on puisse démanteler le réseau de la prostitution enfantine au Bénin. Et là, j'en appelle aux autorités, parce que ce n'est pas vous et moi qui allons sur les sites pour aller démanteler, c'est la police, il y a une brigade des mœurs. Je crois qu'ils font leur travail. Et ce que j'ai lu du rapport, c'est qu'eux-mêmes, ils sont un peu découragés parce que je dis les rares cas qui sont portés devant les juridictions, devant le parquet, ne seraient pas traités comme le voulait. C'est ce que j'ai lu dans le rapport. Je voulais en venir là. Vous êtes avocat. Avez-vous déjà connu de ces cas-là? En avez-vous déjà traité? J'ai connu des cas de violence. Des cas de violence sur les mineurs. J'en ai connu beaucoup. Mais je n'ai pas eu de cas avérés de prostitution d'enfants mineurs. Je n'en ai pas eu. Et c'est ça, j'ai cherché. C'est vrai que le temps m'a fait défaut. Sinon, j'allais au niveau du parquet de la chaîne pénale pour voir s'il y avait des cas. Mais en plusieurs années, en tout cas depuis que l'association des femmes avocates existe et que nous nous intéressons à la question de l'enfance victime de violence, je n'ai pas eu de cas de prostitution. J'ai eu des cas de prostitution d'adultes, mais qui sont victimes de violences des proxénètes ou bien des gens du quartier où ils ils exercent, parce que ceux-là veulent les racketter, voilà, on a des cas comme ça, ou bien c'est leurs clients qui se plaignent des vols de leur portefeuille ou de telle ou telle chose. Mais est-ce que les tests sont appliqués? J'avoue, là, je veux rendre hommage quand même à nos magistrats, à nos parquetiers. Quand les faits sont portés à la connaissance du parquet, ils font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire que les dossiers sont orientés. Soit la personne est mise sous mandat, le dossier est envoyé dans un cabinet d'instruction pour information, soit le dossier est enrôlé devant le tribunal statuant en matière de flagrant délit ou en matière de citation directe. Et la procédure va jusqu'à son terme et les juges rendent leurs décisions selon leurs convictions. On a eu des peines de 5 ans, on a eu des peines de 36 mois, on a eu des peines de 12 mois, on a eu des peines de 6 mois, comme on a eu des relaces et des peines assorties de sursis. Tout dépend des faits et les conditions dans lesquelles les faits se sont passés. Donc voilà, mais dire qu'on ne punit pas, on punit, mais chacun de nous doit jouer sa partition. Toute personne, tout Béninois. Et quand vous prenez le Code de l'enfant aujourd'hui, chacun doit pouvoir l'avoir et le lire. Le Code de l'enfant dit, vous êtes dans un quartier, vous voyez un enfant qui est en danger moral, vous voyez que cet enfant a des comportements douteux, vous avez vu que cet enfant est maltraité, vous voyez que cet enfant fait l'objet d'exploitation sexuelle, vous vous référez à l'autorité administrative, vous allez à la police pour dénoncer ça. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus tellement individualistes et cette histoire de tout le monde est sorcier, tout le monde est ci, chacun, on se méfie et malheureusement, c'est ça qui nous pose le problème. N'est-ce pas aussi à cause des relations de bon voisinage qu'on n'est pas souvent porté à dénoncer les relations de bon voisinage devaient plutôt permettre à ce que ces enfants soient protégés. Et la protection, c'est en les dénonçant, soit en leur apportant l'aide nécessaire, pas une prise en charge de ces enfants-là. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune,
dans le quartier, les parents qui étaient là, quand ils sont dehors, vous voulez sortir, vous regardez par deux fois. Vous ne pouvez pas sortir parce que vous sortez, ils regardent l'heure à laquelle vous revenez. Et quand votre père arrive, j'ai vu ta fille, elle est sortie à telle heure, elle est revenue à telle heure. Tout le monde participait à votre éducation, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus du tout ça. Vous voyez un enfant qui se comporte mal, vous l'interpellez, on vous dit quoi? Pourquoi? Soit vous êtes sorcier, vous voulez faire, soit vous êtes jaloux, malheureusement, c'est ça. Beaucoup de superstitions. Et puis, il y a également les nouvelles technologies où on projette nos enfants dans un monde qui n'est pas le leur. Oui. On ne prend pas des garde-fous, on consomme tout ce qui est réseaux sociaux. Tout. Il y a des pays où il y a des réseaux sociaux où les enfants sont codés, où les enfants n'ont pas accès. Ici, nos enfants, par exemple, en acceptant Facebook, quand un enfant se met sur Facebook, par exemple, ne sait pas quelles sont les clauses qu'il accepte. Il ne sait pas que ces photos peuvent être vues par d'autres personnes. Quand les enfants, entre eux, font des bêtises et qu'ils filment et qu'ils balancent, ils ne savent pas qu'en faisant ça, ils sont en train d'enfreindre la loi et que ça peut les amener à en répondre devant les juridictions. Parce qu'un enfant de 13 ans est passible de la sanction pénale. Avant 13 ans, non. Mais à partir de 13 ans, un enfant peut répondre de ses actes au plan pénal et ses parents répondent au plan civil des conséquences de ces actes. Donc, il y a tellement de choses qui sont à la portée de nos enfants aujourd'hui et nous-mêmes, que nous soyons parents ou responsables, gouvernants et autres, nous ne prenons pas la mesure des choses. Nous ne prenons pas la mesure des choses. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ou tout au moins limiter ce mal, ce fléau? Moi, j'estime que chacun de nous doit prendre conscience de la chose. Se dire qu'il y a un problème. Identifier le problème en son sein déjà, au sein de sa famille. Regarder, être plus présent aux côtés de ses enfants, mieux les conseiller, mieux les guider, ce qui permettra à chacun de nous de commencer déjà au niveau de la cellule familiale, de régler les problèmes avant que ça n'aille sur le plan. Et au niveau national, il faut qu'il y ait des politiques réellement en cette matière-là, des politiques de protection. On a eu un plan national pour l'enfance, mais il faut que ce plan soit mis en exécution et que les structures qui doivent pouvoir encadrer ces enfants, les prendre en charge. J'aime bien le dire, je prends le code de l'enfant en son article 133 qui dispose qu'au niveau du départemental, on doit avoir un centre pour récupérer ces enfants-là qui sont en danger moral, ces enfants qui sont en conflit avec la loi. On a les centres de protection sociale. Les centres de sauvegarde, les centres de protection sociale, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils accueillent l'enfant, ils donnent les conseils, ils aident la famille. Mais quand l'enfant, je prends un enfant qui est victime d'un viol au sein de sa propre famille. Le violeur se trouve dans sa famille. C'est le père, c'est l'oncle, c'est le frère, c'est le cousin. Cet enfant, le milieu lui est hostile. Il faut l'enlever de là et le mettre quelque part. Il faut le mettre où? On n'a pas. Soit c'est les sœurs salésiennes, ça c'est Don Bosco, mais eux-mêmes sont dépassés. Et quand c'est des enfants en conflit avec la loi, il faut les mettre où? Il faut les mettre au centre de sauvegarde. On a 3 centres de sauvegarde, mais seulement un seul est plus ou moins opérationnel. Les 2 autres ne sont pas opérationnels. Or, le texte dit, le code de l'enfant que nous avons voté, qui est en vigueur depuis bientôt 3 ans, stipule en son article 133 qu'au niveau de chaque département, on doit avoir un centre. Imaginez-vous que nous avons des centaines d'enfants qui dorment au marché. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de la maison Maman Gate et la maison de Yaïboni, tout ça. Et c'est des mineurs qui sont là. Ils sont exploités sexuellement toutes les nuits. Pas la maison de l'ancien chef d'État, bien entendu. Non, c'est le marché d'Antopa quand ça a été reconstruit. Okay. C'est ça qu'ils avaient, ils ont des, je crois, voilà, des noms, on appelle ça. D'accord. Pour ne pas créer d'amalgame. Non, c'est au marché là, c'est eux-mêmes, puisque c'est au temps du président Boning que ça a été. Voilà. Et des enfants dorment là, tout le monde sait. La police fait des descentes, les sœurs salésiennes ouvrent leurs portes les soirs, il y a plein d'ONG qui leur permettent de venir dormir le soir, mais le lendemain, ils sont dans la rue. Mais il y a des enfants qui s'adonnent à la prostitution sexuelle et qui préfèrent dormir dans les marchés. C'est parmi ces enfants qu'on vient en chercher pour amener au Nigeria.
Ce sont ces enfants qui sont envoyés au Gabon, qui sont ces enfants qui sont envoyés un peu partout. Avec nos frontières poreuses. Vous ne savez pas le nombre d'enfants qui sont partis de l'autre côté. Merci à vous, maître Alessandrine Saïzoun-Bédier, pour vos éclairages, ces précieuses explications qui, non seulement remettent sur le tapis la nécessité aussi bien pour la famille de prendre soin de ses enfants, mais également pour l'État de construire les infrastructures qu'il faut pour abriter ces enfants qui sont victimes d'exploitation sexuelle. À dimanche prochain, c'est tout pour l'entretien de ce jour.